Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, l'énergie, voilà, et la transition énergétique, enjeu évidemment très très important. On va démarrer alors avec une entreprise que vous connaissez forcément, Direct Énergie, sauf que c'est le fondateur de Direct Énergie qui a revendu son entreprise à Total, enfin Total Énergie justement maintenant, mais qui remonte à cheval. Il va nous expliquer ça. Xavier Cahutucoli, notre premier invité sur Sud Radio. Donc, Xavier, c'était quand la vente de Direct Énergie à Total? C'était en 2018. 2018. Total a fait l'acquisition en 2018. Voilà, t'es resté un petit peu pour Je suis resté un an. Au départ, pour me projeter dans un projet plus grand. Et au final, le groupe Total est une boîte extraordinaire. Mais quand tu es un entrepreneur, que tu as créé ta boîte, que tu as grandi en étant... Ouais, voilà, tu vas pas te mettre à faire du PowerPoint. C'est difficile de se retrouver dans un grand groupe. Bon, et donc tu repars là, donc avec un SPAC. Alors, donc on en dit un mot de ces Special Purpose Acquisition Company là, dont tu es le président d'ailleurs, c'est ça Oui, tout à fait. On a créé un SPAC avec Éric Maris et Fabrice de Montagne, mais on y reviendra. Un SPAC, c'est un objet, c'est un outil financier, un SPAC. Ouais. C'est un objet qu'on va coter en bourse en levant des fonds avec une thèse d'investissement. Et nous, notre thèse d'investissement, c'est que la transition énergétique, elle rentre dans une nouvelle phase, qu'elle a besoin de beaucoup de financement, d'où l'intérêt d'avoir accès à la cotation, mais qu'elle a également besoin d'un nouvel écosystème pour transformer les acteurs. Et c'est ça qu'on apporte avec mes deux associés, Éric Maris et Fabrice Dumonteil, c'est un écosystème, des talents, des savoir-faire. On connaît un peu le sujet de l'énergie. Moi, j'ai quand même passé 17 ans. Ah non, mais on va y aller. Mais cette histoire, parce qu'aujourd'hui, toi, avec ton track record, tu dis, je veux financer, je veux faire 2-3 acquisitions dans la transition énergétique. Enfin, tu trouves de l'argent sans aucun problème. T'as pas besoin de passer par cette histoire de SPAC. Si, ça rend les choses plus simples, en fait. Alors, c'est vrai que j'aurais pu trouver private une autre manière de à mon avis, te finance sans problème des acquisitions. Mais dans un contexte où la transition énergétique change vraiment de forme, où on va être dans une période avec une accélération inouïe dans les 30 prochaines années, sur une très longue période de temps, le SPAC offre quelque chose de plus à ce qu'on appelle dans la terminologie des SPAC la cible, qui est en fait l'ETI avec laquelle on va se marier. On lui apporte l'accès à la cotation. C'est-à-dire que non seulement l'ETI, elle va avoir accès tout de suite aux capitaux qu'on a levés, on a levé 215 millions, c'est très bien, mais en plus de ça, pour financer sa croissance future, qui va être très importante, elle a accès à la cotation et donc à des capitaux pour demain. Notre SPAC, c'est 3 choses. C'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain parce qu'on est coté, et c'est... Oh, je sens le pitch préparé là. Le gars, c'est des capitaux aujourd'hui, des capitaux demain, et la troisième chose alors. Et des savoir-faire, des sponsors qui sont cohérents avec le... Tu m'as pas encore dit le meilleur des deux mondes. Normalement, vient assez vite le meilleur des deux mondes sur des pitchs comme ça. Parce que souvent, le meilleur des deux mondes, nous avons l'expérience. Bon, la cible, qu'est-ce que tu vas chercher justement là? Tu as dit une ETI, qu'est-ce que tu vas chercher? Les acteurs dans la phase 1 de la transition énergétique, grosso modo les 20 dernières années, ils se sont développés massivement à coup de subvention. Ça ne s'est fait que comme ça. C'était évidemment utile. On est passé de 0 renouvelable. Non, mais attends. Des producteurs? Tu cherches des producteurs ou tu cherches... Des développeurs. Mais des producteurs d'énergie, d'actifs de production. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui ont plutôt un gros pipe de développement que beaucoup d'actifs. On n'est pas en concurrence avec les fonds d'infrastructure. Nous, notre thèse, c'est de dire on veut des pipes de développement pour devenir des vrais énergéticiens, pour aider ces entreprises à devenir des vrais énergéticiens. Historiquement, elles se sont développées un petit peu comme des boîtes d'immobilier. Elles développaient des projets, signaient un contrat long terme avec avec l'État, là où le projet était développé, et passaient au projet suivant. Là, maintenant, ça marche plus. Le robinet aux subventions est fermé. C'est terminé. Une énergie en particulier, il y en a une qui t'intéresse? Enfin, éolien, solaire, nucléaire, pourquoi pas, hydraulique, enfin... Il les faut toutes. Il les faut toutes. En matière de renouvelable, il les faut toutes. Il les faut toutes. Parce que... Donc tu veux un acteur qui aille sur toute la gamme de la production d'énergie, qui soit capable d'aller sur la gamme. L'idée, c'est que on prenne un acteur de la phase 1 et que parce qu'on connaît un peu la musique du secteur, de l'énergie, qu'on l'aide à devenir un acteur de la phase 2. Alors, il y en a un de la phase 1 quand même, en l'occurrence pas très très loin de tes sphères d'investissement, il s'appelle Neoen.
Neoen qui appartient en grande partie à Jacques Veyrat, c'est ça, je dis pas de bêtises, hein, Xavier. Oui, Jacques Veyrat, avec lequel tu avais monté Direct Énergie, qui reste encore d'ailleurs, je pense, plus ou moins dans l'orbite de ce SPAC. Donc c'est ce type d'acteur-là, même si c'est pas celui-là évidemment, il est déjà coté lui, mais c'est ce type d'acteur-là que tu veux... Alors c'est ce type d'acteur-là avec une différence, c'est que Neoen est déjà très gros. C'est une capi de 3 milliards, un peu plus, Neoen. Nous, on cible plutôt une entreprise capi 500 millions, 1 milliard, et pas tellement pour la taille de la boîte ou pour sa capi, surtout pour le niveau de maturité que ça représente. Dans cette tranche des 500 à 1 milliard d'euros de capi, il y a beaucoup de TI en France et en Europe qui sont là, qui savent que la transition énergétique change de forme et qui se disent « j'ai besoin de capitaux, mais j'ai aussi besoin qu'on m'aide à devenir un énergéticien ». Et donc c'est ça notre thèse, et c'est ça qui nous excite, parce qu'il y a une vague inouïe qui arrive sur le sujet. Il se trouve que j'ai discuté ici avec le patron de Neoen qui est venu, c'est très très intéressant. Et sur cette transition énergétique et sur ces actifs aujourd'hui autour des renouvelables notamment, les énormes pétroliers sont en train de mettre des masses de pognon considérables. Eux, ils vont faire une mutation. Alors, tu connais mieux les chiffres que moi, mais je crois que Total, par exemple, c'est l'ambition assez vite dès l'année prochaine, c'est 10 gigawatts par an de renouvelables. C'est considérable. Énorme. C'est vraiment énorme. Et tout le monde devrait s'en réjouir, d'ailleurs. Non, mais tout le monde devrait s'en réjouir. Ceux qui critiquent Total parce que c'est un pétrolier. Total, BP, les Américains vont s'y mettre forcément, même si aujourd'hui ils continuent à dire qu'ils font du pétrole. Voilà, ils vont s'y mettre forcément. Il y aura de la place pour des acteurs de petite taille, justement, pour trouver des projets intéressants. Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas assez de monde. La vague, disons-nous que la production d'électricité d'ici à 2050 va être multipliée par 2. Quand on veut transférer du pétrole vers, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut quitter le pétrole et aller vers l'électricité. Et cette électricité, donc x2 en demande d'électricité, mais cette électricité, elle va être de plus en plus produite par du renouvelable. Aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près 10% la part du renouvelable. Ça va devenir plus de 50-60% à horizon 2050. Ça fait une croissance en moyenne dans le monde de plus de 25 à 30% par an pendant 30 ans. Alors, heureusement qu'il y a des Total, des Enel et d'autres, mais heureusement aussi qu'il y a des ETI de taille intermédiaire, beaucoup françaises, j'espère, beaucoup européennes, évidemment, qui vont se coller au sujet et qui vont apporter de l'innovation et faire des choses que les gros ne savent pas faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire ? Les gros ont du mal à combiner les choses. Parce que les gros segmentent, les gros process, les gros disent... les gros font gros, quoi. Voilà, quand tu fais de la production renouvelable, tu es dans telle division. Quand tu fais de l'accès au marché, tu es dans telle autre division. Or, aujourd'hui, dans le monde où les subventions vont s'arrêter, la valeur des actifs va venir de la combinaison des uns avec les autres. Le solaire, les batteries à côté, la capacité de mutualiser plusieurs sites de production, de générer plusieurs optionnalités qui vont avoir de la valeur sur le marché. Les actifs vont enfin prendre leur vraie valeur. Auparavant, c'était une valeur de rente quasi immobilière. C'est vrai. Et donc, pour ça, il faut combiner. Et la combinaison, c'est plus facile quand une seule et même entreprise à taille qu'on peut embrasser globalement est capable de la gérer. Non, mais c'est intéressant. On revient sur, alors, certains parlent de délire, peu importe, les thèses de Rifkin autour d'une énergie très décentralisée, de smart grid, d'autoproducteurs, d'éléments comme ça. C'est ça qui t'intéresse aujourd'hui, Xavier ? Enfin, ce sera un des segments de la production d'énergie. L'hydrogène, on aurait pu citer l'hydrogène, évidemment. Tout ça va faire partie de l'équation. C'est aussi l'hydrogène, c'est des capitaux considérables qu'il va falloir pour avancer sur ce sujet. Sur la partie production électrolyseur ? Bah oui, sur la partie production, il y a encore beaucoup de choses à faire, même en termes de découverte et d'avancée technologique. On est d'accord, Xavier ? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, mais dans les périodes, c'est une période quand même inouïe qui s'ouvre là. Et c'est pour ça que moi, ça m'excite comme m'excitait la période de 2003 quand le marché s'est ouvert. C'était une disruption qui était réglementaire pour le coup, le marché s'ouvrait à la concurrence. Là, la disruption, elle est multiple. La disruption, elle est qu'il y a une accélération quasi obligatoire devant nous. L'AIE, tout le monde a vu le rapport de l'AIE qui a changé de pied en disant il faut un Big Bang dans le secteur. Alors justement, non mais j'en profite, vous resterez avec nous et on vous rediffusera Benjamin Louvet et l'étude complète justement qu'il a faite autour de ce rapport de l'AIE, ce sera à la fin de cette émission. Et donc oui, accélération inouïe, disruption technologique inouïe parce que plus de pétrole. Puis parce qu'il faut arriver de l'hydrogène, parce que voilà, donc des disruptions majeures et puis une disruption financière, c'est que
tu peux subventionner 10% de ton mix électrique à la limite, parce que ça commence à couiner partout. On le fait, en France aussi. Mais jamais de la vie, on subventionnera 30% ou 50% du mix de production électrique. Donc, le robinet aux subventions est terminé. Donc, c'est toute une série de disruptions qui sont extrêmement excitantes. Et donc, nous, pour revenir à la question quel acteur on cherche, un acteur, c'est une ETI avec un management en place qui a envie de jouer la phase 2 et qui se dit, voilà, j'ai envie, ces trois entrepreneurs qui ont créé ce SPAC, ils vont m'apporter quelque chose et j'ai envie de me marier avec eux. Donc en gros, la phase 1, c'est le gars qui est monté grâce aux subventions. Voilà, on va le dire comme ça, parce que tu as beaucoup répété quand même là. Donc c'est vraiment un fait majeur, qui est monté grâce aux subventions, mais qui n'était pas un chasseur de primes. Donc le gars reste solide, sérieux, intéressant. Et à ce moment-là, tu lui permets... Il sait que le monde change. En termes de géographie, qu'est-ce qui t'intéresse ? Siège en Europe. Et la géographie, dans le monde de l'énergie, tout est dans la diversification toujours. Et donc, une diversité géographique. Alors, évidemment, des actifs en Europe, mais des actifs partout dans le monde, là où il y a une opportunité de le faire. Alors, pas disséminer. Quand on dit qu'on veut combiner des actifs les uns avec les autres, il faut quand même créer des clusters régionaux pour avoir des tailles critiques régionales là où on s'implante. Avoir quelques mégawatts répartis dans 200 pays dans le monde n'a aucun sens. Et donc, tu vas refaire une nouvelle compagnie d'électricité, quoi, Xavier. Exactement. Ouais. Un énergéticien. C'est toute la thèse. Direct Énergie, c'est toute la thèse, mais en partant... c'est assez marrant comme comparaison. La disruption, à l'époque de Direct Énergie, c'était une disruption à l'aval, la fourniture. Ouais. Les consommateurs pouvaient changer de fournisseur. Oui, une disruption, tu crées une boîte sur une disruption, c'est assez logique. Mais c'est vrai que tu as mis du temps à faire ton propre outil de production. Et petit à petit, tu montes parce que tu te dis, tu as besoin d'être intégré. La valeur est dans la combinaison, dans l'énergie. Donc, tu as besoin de combiner l'aval et l'amont. Et donc, tu montes. Là, c'est l'inverse. La disruption, elle est à l'amont. Donc, on part de l'amont. Et puis, comme on n'a plus de subventions, il va falloir trouver des débouchés. Les débouchés, c'est le marché. Les débouchés, c'est les clients. Les gros clients B2B. Donc oui, évidemment, le changement de pied de ces ETI-là, ça va être de devenir des énergéticiens. Et nous, on veut les aider à ça. Bon, et on va voir là encore pendant 3 quarts d'heure la révolution de l'énergie. Tiens, et on va démarrer alors. Donc j'ai dit Benjamin Louvel, le rapport de l'AIE, l'AIE qui est très très intéressant. Dominique Louis, le patron d'Assystem que tu connais forcément, on n'a pas parlé du nucléaire là, lui parle du nucléaire et fortement du nucléaire, donc vous allez voir ça. Mais pour commencer, peut-être, je vais pas dire, je plaisante, une petite cible pour toi, mais ça montre quand même aussi ce qui est très très intéressant. Là, c'est... Alors, la boîte s'appelle GEPS, je ne sais pas si tu la connais. Non. Vous allez découvrir ça, c'est la puissance des marées, la puissance des courants. Derrière, ça peut être des digues dans des ports bretons qui vont produire suffisamment d'énergie pour éclairer le port, pas beaucoup plus. Mais tout cela donne quand même effectivement un foisonnement entrepreneurial passionnant. Donc voilà, on va voir ça et on redémarre avec GEPS. Xavier Caïtucoli, donc, avec nous sur Sud Radio. Vous restez, Xavier, parce que l'invité qui va venir dans un instant va peut-être vous intéresser. Justement, il travaille activement sur la transition énergétique au bord de l'eau, avec la force des océans. Vous allez voir ça dans un instant. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Luc Longeroche qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui est le patron de GEPS Techno, GEPS, qui est installé sur la presqu'île de Guérande, les amis, quand même. Non, parce que tout le monde discute du job de rêve. Moi, je l'ai trouvé, le job de rêve, c'est d'aller bosser chez on recrute régulièrement. Mais oui. Mais ça doit être... Parce que, alors on va parler, vous travaillez, alors donc Ocean Tech, etc., les recherches d'énergie et tout. Donc je pense que vous êtes à la recherche de talents sur l'énergie, sur la physique, sur l'ensemble des fluides, etc. Mais ça doit être un atout considérable que de travailler à Guérande, quand même. Alors c'est un atout, notamment on attire beaucoup de gens qui ont un lien particulier avec la mer. Ensuite ça reste une difficulté parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui choisissent plutôt les grandes métropoles et on est à 1 heure de Nantes. Donc ça dépend, c'est parfois un avantage, parfois un inconvénient. Avec le télétravail on va peut-être pouvoir gérer les deux. Bon... Parlons d'un mot, parce que je disais à la découverte de l'Ocean Tech, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement. C'est l'un des versants de cette richesse des océans finalement à exploiter sur lequel vous vous penchez, vous, c'est l'énergie, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui, et alors particulièrement avec la façade maritime qu'on a nous,
des richesses inexploitées, un potentiel sur lequel on n'innove pas assez et on ne va pas assez travailler. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, c'est sûr qu'il y a un potentiel. Alors, inexploité, je ne le dirais pas, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'initiatives liées à l'océan, au sens large, qui, je pense à l'algoculture, je pense aux choses dans l'aquaculture, il y a forcément l'énergie. Jean-Luc, à chaque fois, c'est des petites initiatives, c'est des labos de recherche, c'est des choses comme ça, mais regardez tout simplement sur l'éolien en mer, mais on a un retard, je ne sais pas, peut-être de 10 ans par rapport aux Britanniques, par exemple. C'est certain. On est quand même en train de le combler à marche forcée. Hein. Ouais. Aujourd'hui, une de nos filiales est chargée de faire toutes les mesures de vent préalables au lancement des nouveaux appels d'offres éoliens en mer pour la France. Et notamment à l'occasion du Covid, il y a eu une très forte accélération. On devait faire 2 campagnes l'an dernier, on est en train d'en faire 8. Donc on est vraiment en train de préparer cette accélération. Les premiers champs sont en train de voir le jour. Le premier champ est sur le banc de Guérande à côté de Saint-Nazaire. Donc oui, ça arrive. Oui, on a pris du retard, mais les choses changent et changent vite. Donc la base de votre réflexion à vous, et elle est absolument passionnante, c'est vieux comme l'usine marémotrice de la Rance, hein, qui est un petit peu au nord, là, hein, pas très loin de Saint-Malo. C'est l'idée qu'il y a une force dans ces océans dont on doit pouvoir tirer de l'énergie. Oui, alors l'idée de départ de GEPS Techno, c'était même de se dire il y a plusieurs forces. C'est-à-dire quand on est en mer, on a le vent, on a la houle, on a le courant, on a le soleil. Et donc c'était vraiment d'arriver à combiner tout ça sur un seul et même flotteur et puis d'être capable de s'adapter précisément à l'endroit où est notre client en disant si vous avez plus de houle, on prend plus de houle. Si vous avez plus de vent, on prend plus de vent. Vos clients principalement sont les plateformes aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui, ça va être par exemple le pétrole, mais ça va être l'éolien marin qui a aujourd'hui, qui sur certaines utilisations met en œuvre des groupes diesel et on va leur proposer de les remplacer par des énergies renouvelables. Non mais quand je disais plateforme, ce sont des situations stables. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vous étudiez vous la situation là où ils sont. Oui. Exactement. Et vous imaginez la solution énergétique qui va être la plus écologique et la plus rentable. Exactement. Ouais. Ils nous donnent leurs besoins, vraiment, en disant on a besoin de telle énergie à telle fréquence et telle manière. Et nous, on observe, je dirais, ce qui se passe et on leur dit, avec telle plateforme, on va répondre à votre besoin. La houle, on peut récupérer l'énergie de la houle ? Alors, on peut récupérer l'énergie de la houle. Aujourd'hui, il y a près de 150 projets à travers le monde qui essayent de récupérer l'énergie de la houle. Qui essayent. On est, je dirais, à l'échelle mondiale, on est aujourd'hui 3 ou 4 sociétés à avoir atteint le stade commercial. Qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, décrivez-moi ce qu'on voit là, Jean-Luc. Donc, c'est une plateforme jaune avec je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Elle est blindée de panneaux solaires. Ok, ça, panneaux solaires, on sait faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, justement Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Dans la tranche du milieu de la plateforme, vous avez une espèce d'étoile qui est remplie à moitié d'eau. Et chaque fois que la plateforme va basculer autour d'un de ses axes, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, l'eau va se mettre en circulation et on va récupérer cette circulation d'eau avec une turbine. Et avec cette turbine, on va fabriquer de l'électricité. Mais alors, on fabrique de l'électricité, mais de quoi ? De quoi allumer une ampoule ? De quoi faire chaud ? Plusieurs ampoules. Plusieurs ampoules. Alors, ça dépend de la taille des ampoules, mais de quoi ? Aujourd'hui, ça se calcule en kilowatts. En mégawatts. On est en centaines de kilowatts installés. En centaines de kilowatts, voilà. Et on va produire. Alors, une des grandes richesses de la houle, c'est que c'est une ressource qui est plutôt très stable dans le temps. Donc c'est assez rare qu'il n'y ait vraiment pas de houle et c'est aussi assez rare qu'il y ait des très grosses tempêtes. Et encore, on est capable de produire, on écrète entre guillemets, mais on est capable de produire en période de grosses tempêtes. Et donc on va, en fait, avec une plateforme comme ça, on va être capable de livrer quelques dizaines de kilowatts de manière très permanente. Alors, on s'adresse clairement pas au réseau, hein, on va pas chercher à se connecter au réseau EDF et à remplacer des centrales nucléaires. Nous, on cherche des gens qui ont besoin d'alimenter des skids de pompe au fond de l'eau. Alors, donc, typiquement, on retombe sur les usages industriels qui sont en mer. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut regarder, il y a un truc, moi j'ai envie qui m'intéresse beaucoup, qui se rapproche un petit peu d'ailleurs du dispositif de la Rance, finalement. Oui. Je me souviens, c'est-à-dire c'est un musée aujourd'hui, parce que je l'ai visité, moi, il n'y a pas très longtemps, l'usine Marémotrice.
motrice, non, elle tourne encore. Elle continue à fonctionner. Elle continue à fonctionner. Mais on peut la visiter. On peut la visiter. Assez librement. Ça reste un outil intéressant construit dans les années 60, je crois, hein, d'ailleurs. Hein. Ça doit être ça, oui. Ouais, c'était une époque où, justement, voilà, la France industrielle avait de grandes ambitions. Une grande innovation. Voilà, une grande innovation, une grande ambition. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a une digue portuaire, c'est ça? Donc là, l'idée, c'est un projet qu'on porte avec le groupe Legendre. Ça a vraiment été... le groupe Legendre souhaitait se lancer dans la construction de digues et est venu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'innovant. Et donc, on a proposé de récupérer l'énergie des vagues, plutôt qu'elles viennent se casser sur la digue et qu'elles ne servent à rien. On a installé un dispositif complètement différent de celui de nos plateformes, à l'intérieur de la digue. Donc, c'est un système de volets qui va d'avant en arrière. Mais alors, c'est des volets qui font la taille de la digue. Attention, je veux le préciser. Donc, c'est des volets qui font quoi, 1,50 m, 2 mètres de haut, là non, c'est des volets qui font 6 mètres de haut par 20 mètres de long. Ah ben... oui, voilà. On fait rarement dans le petit. En mer, ceci dit, en mer, 20 mètres par 6, c'est une taille tout à fait raisonnable. En quelle matière ? Aujourd'hui, les premiers prototypes seront avec un volet métallique et une ossature béton. Voilà, c'est ça. Et c'est le battement de ces volets qui va entraîner une génératrice. Exactement. Alors, c'est un système il y a justement plusieurs projets houlomoteur qui ont cherché à utiliser ce système du volet, mais plutôt posé au fond de l'eau et pour alimenter le réseau. Et on est les premiers à avoir eu l'idée de transformer ce concept pour en faire un concept de digue énergisée, sur lequel aujourd'hui on a énormément de contacts entrants, c'est-à-dire clairement le marché attendait cette solution-là. Mais c'est fascinant, Mais là encore, quelle puissance on arrive à générer? Alors là, on va commencer à être très rapidement sur des mégawatts, parce qu'on est sur des tailles significatives, et à partir du moment où on a une houle, les endroits où on pose des digues, c'est quand même des endroits où justement il faut se protéger de la houle, donc on a souvent un bon gisement. Donc là, on parle de pouvoir installer des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts sur une digue. Oui. Et donc là, on a sur la digue qu'on voit qui... Alors, c'est évidemment une recomposition. Hein, voilà. C'est pour l'instant une image de synthèse. Voilà, pardon, c'est ce que je cherchais, une image de synthèse. Mais on voit une toute petite partie de la digue qui est réalisée comme ça. On ne pourra pas faire plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de sécurité si jamais on étend davantage. Non, absolument pas. Cette image, en fait, elle reflète ce qui devrait... Le projet qui devrait s'installer, on va dire, en 2023, avec le premier prototype qu'on va créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu d'installer 3 alvéoles de 20 mètres de long. Mais ceci dit, si c'est convaincant et si les collectivités territoriales de la zone concernée sont intéressées, on peut tout à fait... Alors, on ne fera jamais toute la digue, puisque évidemment, la partie de la digue la plus proche de la terre récupère peu de houle et c'est un peu un non-sens économique. Je comprends. Mais par contre, on n'a aucune difficulté j'ai envie de dire... On a vu quelques appels d'offres passer. Et donc ce sera où ça? Parce qu'on voit bien la baie derrière, ça fait village breton, un peu Bretagne Sud. Aujourd'hui, on est en discussion avec la région Bretagne pour essayer de trouver la bonne localisation pour installer cette première digue. Ah oui, c'est l'image parfaite effectivement de la baie du village breton. Là, ouais, vous l'avez parfaitement recomposé. Et cette énergie, elle ira alimenter quoi à ce moment-là? Des services portuaires? Alors, évidemment, on va essayer de privilégier plutôt l'autoconsommation, parce que les zones portuaires sont des zones dans lesquelles il y a plutôt beaucoup de consommateurs électriques. Mais on pourrait imaginer des choses un peu différentes, comme par exemple produire de l'hydrogène pour alimenter directement des navires de pêche à proximité ou d'autres navires. Donc il y a plusieurs utilisations. Juste pour terminer... je dois avouer, alors je crois que c'était Naval Group qui avait immergé, mais alors... Ça s'appelait une hydrolienne, hein, oui. Ça s'appelle d'ailleurs toujours. Je crois qu'elle est toujours au fond de l'eau et puis que... Non, ou alors ils l'ont sorti. Pense qu'ils l'ont sorti, oui. Ils l'ont sorti, oui, je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs, justement. Mais vraiment quelque chose de gigantesque qui alors aspirait l'énergie des courants marins, et notamment du plus puissant peut-être du monde, je crois, au large de la pointe du Raz. C'est-à-dire, on ne peut pas voir trop gigantesque non plus. C'est toute la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça reste de l'expérimentation. Alors, je ne dirais pas ça. Chez GEPS, on défend un principe qui est de dire que ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de 500 mètres de diamètre si on n'est pas capable de le réussir sur quelque chose qui fait 10 mètres de diamètre. Et donc, on a systématiquement la plateforme qu'on voyait tout à l'heure, qui fait aujourd'hui 24 mètres de long. On a commencé par faire des plateformes de 3 mètres de long qu'on vend aujourd'hui, qui marchent. Et donc, ce qu'on sait faire sur 3 mètres de long, on commence à bien savoir le faire sur 25 mètres. Et peut-être qu'un jour, on le fera sur quelque chose de 100 mètres de long.
Mais enfin, nous, notre conviction, c'est on se lance pas. Ça sert à rien de fabriquer quelque chose de très très gros si on n'est pas capable de résoudre les petits problèmes d'abord. Et dans l'hydrolienne, je pense que voilà, il a fallu une phase d'apprentissage. Il y a aujourd'hui des projets français, je pense à Sabella et HydroQuest, qui aujourd'hui continuent à avancer, connaissent une bonne réussite. Et alors, ce qui est, c'est beaucoup de PME. Aujourd'hui, force est de constater que les gens qui avancent vite, c'est beaucoup de PME. C'est beaucoup de PME. Avec quand même des... Parce que c'est ce que montrent très très bien les vagues et cette digue. C'est quand même là pour l'éternité, quoi. Donc, on est vraiment au cœur de ce que peut être le renouvelable. Voilà. Ouais. Donc, c'est s'en servir. Magnifique, en tout cas. Magnifique. Merci pour tout ça, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc Longeroche, hein, le patron de GEPS Techno sur la presqu'île de Guérande, avec des bons et des mauvais côtés. Et nous, on continue Bismart. Jean-Luc Longeroche, donc GEPS sur Sud Radio, et nous, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.